C'est difficile immédiatement, dès le départ. Je me demande ce que je fous là dès le premier kilomètre. La préparation du camp de base. Ça fait presque un ciel étoilé. C'est de la glace. Donc chez le docteur pour soigner pour diagnostiquer déjà mon problème à l'épaule. Ça fait quelques temps que j'ai mal. Hier j'en ai hurlé, j'en ai pleuré, je ne pouvais plus avancer. C'est une bursite de l'épaule. Le médecin il me dit que c'est même pas la peine de penser à continuer avec ce sac sur le dos. Donc je profite du fait d'être dans une ville pour prendre 3 jours de repos et essayer de réfléchir à une solution. Décidé de sortir marcher pour la tempête de neige. Pour pas prendre trop de confort. Trop de confort non plus. Pour pas laisser mon corps s'habituer à la facilité. Je suis sorti marcher dans la neige. En ville. C'est pas mal. Alors du coup sur les réseaux sociaux, je poste mon problème, tout le monde se met à réfléchir, tout le monde essaye de trouver une solution, et finalement la solution vient de Marc et Nicole, qui m'offrent une petite remorque à vélo d'occasion, et Stéphane, un artisan hors pair, me prépare un ski rétractable et un harnais sur mesure, et donc me customise mon nouveau chariot, mon nouveau compagnon de route. Petit barbecue de steak d'orignal pour fêter ça. J'ai donc un nouvel ami qui va porter le fardeau de mon sac pour moi. Il va m'accompagner sur les prochains kilomètres. Il faut donc lui donner un nom. Et en l'honneur de Terry Fox, le plus grand héros canadien moderne, je lui donne le nom de Terry. Bon, après la géographie, un peu d'histoire. Si tous les Canadiens et une grande majorité de Nord-Américains connaissent Terry Fox, il est totalement inconnu de notre côté de l'océan. Terry, de son vrai nom Terrence Stanley Fox, est né le 28 juillet 1958 à Winnipeg. Dès sa plus tendre enfance, il est un sportif émérite. Plongeon, foot, rugby, baseball, basket. On n'arrête plus le petit Terry. Et petit, c'est bien le mot. Au secondaire, il ne mesure qu'1m52 et le problème c'est que Terry il adore jouer au basket. Mais peu importe sa taille, il va s'entraîner tous les jours, plus dur que n'importe qui. Et c'est ainsi qu'il devient arrière titulaire dans l'équipe de sa fac de Port Coquitlam en Colombie-Britannique.
Dans le même temps, il continue à pratiquer plongeon et natation, et en profite même pour se mettre à la course de fond. Tous ses coachs lui prédisent une grande carrière pro, mais Terry lui tout ce qu'il veut, c'est devenir prof de PS et transmettre sa passion. Le 12 novembre 1976, Terry est impliqué dans un accident de voiture. Pas de réelles séquelles, mais une douleur au genou droit subsiste. En mars 77, la douleur s'intensifie et le pousse à aller consulter à l'hôpital. Le diagnostic tombe. Terry est atteint d'ostéosarcome, une forme de cancer des os. Le seul traitement envisageable pour lui sauver la vie est l'amputation de sa jambe droite à 15 cm au-dessus du genou. C'est probablement à cet instant précis que beaucoup d'entre nous nous serions laissés abattre. Mais pas Terry. 3 semaines seulement après son amputation, il marche déjà avec une prothèse. Rick Hansen, un autre futur héros canadien, lui suggère d'essayer le basket en fauteuil roulant. Terry rejoint les Cable Cars de Vancouver et devient champion national 3 fois de suite. 3 ans après son amputation, Terry se lance dans la réalisation d'un projet aussi fou que sublime. Il va traverser le Canada de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, en courant. Il nomme cette incroyable aventure le Marathon de l'Espoir. Il espère récolter $1 par Canadien pour la recherche contre le cancer. Le 12 avril 1980, Terry trempe sa jambe dans l'océan Atlantique, à l'extrême est du pays. De là, Terry va courir 42 km par jour, tous les jours. Il entraîne avec lui dans son sillage toute une nation. Une nation fière d'être canadienne. Le 1er septembre 1980, à quelques kilomètres au nord-ouest de Thunder Bay, Ontario, et après 5373 km en 143 jours, il est forcé d'arrêter son marathon de l'espoir. Une douleur persistante à la poitrine et au cou se fait sentir. Des rayons X révèlent la présence de métastases dans ses poumons. Son cancer est revenu. Terry meurt le 28 juin 1981 à New Westminster en Colombie-Britannique, à l'âge de 22 ans. Non seulement il aura récolté $22 millions et aura donc largement atteint son objectif, mais il aura laissé une trace indélébile dans la mémoire des gens. Aujourd'hui encore, Terry Fox est un symbole, un modèle d'inspiration, la preuve que la persévérance et le courage peuvent repousser les limites. Et me voilà donc lancé vers l'ouest avec Terry à ma suite. Les premiers kilomètres se passent bien, c'est-à-dire je me sens vraiment mieux, c'est une vraie plus-value dans mon voyage. Ça me soulage énormément le dos, donc j'ai toujours cette douleur, mais il n'y a rien qui s'aggrave ou qui s'empire. Ça lui permet même de se reposer un peu. J'ai quelques petites douleurs au niveau des points d'appui avec le harnais, mais rien de bien méchant honnêtement par rapport à ce que c'était avant avec le sac. Dès le premier jour, bam, je prends 40 km, donc ça change tout dans mes objectifs journaliers, ça change tout dans mon sentiment de réussite, ça change tout dans ma progression. C'est une vraie plus-value, honnêtement. On a une première nuit un peu funky avec mon nouveau meilleur ami Terry qui nous rapproche. Après avoir passé quelques 2 heures, 2h30 peut-être, à pelleter 3 mètres sur 4 de neige superficie sur 1,50 m de hauteur, planter ma tente, installer mes trucs, me brûler les doigts de froid par moins 30 degrés, quelque chose comme ça. J'ai fini par trouver refuge dans un restaurant ouvert, qui dépend d'une station-service. La station-service est ouverte cette nuit. Donc je revenais juste boire un café et le type m'a dit « Mais non, on dort à l'intérieur, enfin... » Donc c'est cool, je vais dormir au chaud et j'ai passé 3 heures à monter, démonter ma tente, à me faire du mal. Mais au moins je dors au chaud, sur une banquette, dans un endroit... C'est bon. C'est une partie de l'aventure assez intéressante. En hiver, les journées sont particulièrement courtes. Parfois, je me fais avoir par la tombée de la nuit avant même d'avoir fini ma journée de marche. Ce qui crée des situations très peu confortables, comme marcher au beau milieu de la nuit par exemple. Et qui dit nuit dit visibilité restreinte,
et dit froid accentué. Après une quarantaine de jours de marche, j'arrive dans la petite ville de Blind River, en Ontario. J'y suis accueilli à bras ouverts par Paula et sa famille, le temps de m'immerger encore plus dans le quotidien des Canadiens. Je retrouve un foyer loin de mon foyer, l'espace de quelques instants. Quand je repars, je me sens bien, je suis en jambes. Et c'est plutôt rassurant que je me sente bien et que les choses aillent dans le bon sens, parce que j'approche de façon critique de l'étape la plus compliquée de mon voyage, c'est-à-dire le tour du lac supérieur. Allez, encore un petit peu de géographie. Le lac supérieur, c'est le plus grand lac du monde, avec une superficie de 82 350 km². Ce qui correspond grosso modo à la taille de la Nouvelle-Aquitaine. Il plonge ainsi jusqu'à 406 mètres de profondeur et contient 12 232 km³ d'eau. Ça paraît un peu abstrait tous ces chiffres, donc en gros ça représente 4 892 800 000 piscines olympiques. Il a été baptisé par des explorateurs français du XVIIe siècle qui avaient constaté son altitude plus élevée que les autres grands lacs. Si l'été les berges du lac se parent de touristes et de stations balnéaires en tout genre, l'hiver c'est une toute autre histoire. Il peut y avoir plusieurs centaines de kilomètres entre deux points de ravitaillement. Alors ça grimpe, ça descend, ça grimpe, ça descend. Ce genre de colline. Ils sont à fond. Je suis parti de 0 JPP. En 1h30 j'ai fait ça. 2 bornes. Terry, il est très sympathique, mais il n'est pas tout léger. C'est-à-dire là, avec le sac et tout plein fait, il doit faire une bonne 60aine de kilos, parce qu'il y a le ski, etc. Enfin, il pèse lourd quand même. Donc le tirer dans les montées et le retenir dans les descentes, ça quand même me pompe un peu d'énergie, alors moins que si j'avais un sac évidemment. Mais c'est pas facile. Beaucoup de virages aveugles, énormément de virages aveugles, avec beaucoup de camions sur la route. D'ailleurs, quasiment exclusivement des camions sur cette portion-là de la route, qui me voient clairement pas toujours. Donc souvent, je dois les éviter en plongeant encore une fois dans les congères, mais avec Terry, donc ça complique un peu le saut. J'apprends à me détacher très rapidement de mon harnais pour pouvoir éviter l'impact avec le gros camion qui arrive en face. Et puis ça me fatigue aussi parce que je dois être ultra vigilant en permanence. J'ai pas le droit à l'erreur, j'ai pas le droit de me relâcher parce que si je déconnecte ne serait-ce que 30 secondes, il suffit qu'un camion arrive en face et je me fais découper quoi, clairement. Et le lac m'épuise, il me draine toute mon énergie. Il y a une espèce d'ambiance mystique qui s'en dégage, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le lac me fait comprendre que je suis pas chez moi, me fait comprendre que pour l'instant il me tolère, mais jusqu'à quand Et là, comme sorti de nulle part, comme si j'avais besoin de ça, la nuit la plus froide de ma vie. Cette nuit-là, il fait moins 52 degrés. Je vous le donne en mille, moins 52 degrés, c'est froid. C'est foutrement froid, honnêtement. Je me fais un feu qui me réchauffe pas du tout, tellement il fait froid. Pour vous donner une idée de ce que ça fait de passer une nuit par moins 52, moins 52, tout s'arrête autour de vous. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Dès que je suis plus en mouvement, je ne sens plus mes membres, je ne sens plus mes extrémités. C'est vraiment ça. Obligé de mettre quasiment mes pieds dans le feu pour avoir un espoir de sentir quelque chose.
je commence à avoir peur des engelures. Je me mets dans mon duvet, qui est un très bon duvet, hein, qui est un duvet adapté pour ce genre de conditions. Mais là, c'est tellement froid, tellement humide, que je commence à avoir des vertiges, je commence à avoir des nausées, enfin les symptômes de l'hypothermie, clairement. Et je m'endors en étant pas convaincu de me réveiller, là, pour le coup. Et c'est peut-être la première fois que ça m'arrivait depuis que j'étais parti, d'avoir vraiment peur de pas me réveiller le lendemain matin. Et je suis donc extrêmement heureux d'ouvrir les yeux le matin. Mais entre l'effort physique et les conditions climatiques, je commence vraiment à être exténué. Ces routes sans fin, putain, j'en peux plus. Je suis arrivé à saturation. Je pense que je suis arrivé au bout. 1300 km que je marche. Je suis fatigué, ma famille me manque, ça fait plus de 2 mois que je suis parti, j'ai froid, j'en ai marre. La pluie, la neige, le vent, le froid. J'en peux plus. Et même la beauté époustouflante des paysages ne suffit plus à me remonter le moral. Et voilà que par-dessus tout ça, mon meilleur ami, mon compagnon qui était derrière moi et me poussait au cul, Terry, casse. Il avait déjà eu quelques petits soucis qu'on avait rafistolés de ci de là, mais cette fois il casse pour de bon. Alors je me trouve chez Doreen, Dave et Journey, dans la petite ville de Marathon en Ontario, qui est une petite ville du coup au bord du lac Supérieur, qui est une charmante petite ville d'ailleurs. Dave m'emmène voir un soudeur pour réparer Terry. Donc j'arrive devant chez le soudeur, il n'est pas là, donc je l'attends. Pendant que je l'attends, 2 personnes arrivent dans un pick-up, ils descendent, ils me disent bonjour, ils me disent qu'eux aussi ils attendent le soudeur. Ils se présentent, un des 2 s'appelle Joël. Joël, grâce à Facebook encore une fois, a eu vent de mon histoire, donc on discute, on échange. Je lui explique que je suis là pour faire réparer du coup Terry, le petit chariot. Joël, c'est le genre de gars qui va se laisser pousser les cheveux pendant 2 ans, les couper, en faire don à une association qui va en faire des perruques pour les offrir aux gens qui sont malades et qui sont sous traitement, sous chimiothérapie. Donc on discute avec Joël, et puis celui-ci finit par me dire bah, « je vais chercher des cafés, est-ce que t'en veux un ?» Donc j'accepte. Donc Joël monte dans son pick-up et s'en va chercher des cafés. Entre-temps, le soudeur arrive, il m'explique qu'il va pouvoir réparer Terry après l'avoir examiné, mais que ça va clairement être du temporaire et que ça va pas non plus durer, surtout dans les conditions, que ça va pas continuer comme ça longtemps. Après 5 minutes à chercher des outils et à se creuser un peu la tête sur comment on pourrait faire pour que ça tienne le plus longtemps possible, il reçoit un coup de fil. Il discute 30 secondes, et je le vois revenir vers moi avec le sourire en me disant « Bon, bah, tu peux dire adieu à ton chariot, parce que quelqu'un t'en offre un nouveau tout neuf. » Pas sûr de comprendre au début, honnêtement. Je me dis qui, pourquoi, enfin, qu'est-ce que... quoi, en fait. Donc je suis vraiment pas convaincu de comprendre ce qui se passe, de bien comprendre la situation.
Et le soudeur, donc Sylvain d'ailleurs, Sylvain m'emmène dehors. Je vois Joël qui descend de son pick-up, qui va à l'arrière, en sort un carton qui contient un chariot flambant neuf, me le tend et me dit « ça c'est pour toi ». Je pense qu'à ce moment-là, on a tous compris la générosité des Canadiens et à quel point elle n'avait pas de limite. Et c'est le moment, je pense, où j'ai perdu mes mots pour exprimer ma reconnaissance envers tous ces gens. Donc on dit au revoir à mon meilleur ami, petit Terry, qui est dead, qui est mort à force de casser 3 fois en une semaine. Donc on dit au revoir à Terry. Terry 1er, c'est très émouvant. Et on dit bonjour à Terry 2, tout neuf, qui est un cadeau de Joël. Donc on dit au revoir au cadeau de Marc et Nicole pour dire bonjour au cadeau de Joël. Au revoir Terry. Ça, c'est le lac supérieur gelé. Et cette espèce de chaos que vous voyez, il est provoqué en fait par le vent qui crée des amas de glace qui glissent les uns sur les autres. Hey. Ça peut ressembler à rien, mais ça fait 2 mois que j'ai pas vu d'herbe. Donc le fait de voir de l'herbe, c'est réconfortant. Le printemps qui arrive et la fonte des glaces. Ce truc qui était épais et dur comme du métal il n'y a pas si longtemps. De l'eau libre, enfin. Avec le printemps vient aussi la fin de l'étape du lac supérieur. Je passe par Thunder Bay, au monument de Terry Fox. C'est ici qu'il a dû mettre un terme à son marathon de l'espoir. J'en profite pour rendre hommage à Terry 1 et baptiser Terry 2. J'ai installé ma tente à cheval entre 2 fuseaux horaires, c'est plutôt marrant. Et c'est ma première nuit en température pas trop négative. Ma première nuit où je peux être sans les gants, en petit t-shirt, où il fait pas chaud, il va faire -2, -3. Mais première nuit où
C'est appréciable. Ça c'est la bouteille à pisse, le thermos. Ça c'est des trucs qu'on m'a donné sur la route aujourd'hui. Hop, la petite lumière. Pas de glace sur les parois pour la première fois. Après, ça reste un printemps canadien. J'arrive dans la petite ville de Kenora, pas loin de la frontière entre l'Ontario et le Manitoba. Et Kenora a une particularité digne d'un film d'animation Disney. En effet, on y trouve des biches de ville. C'est dans ce contexte que je m'approche de la frontière entre l'Ontario et le Manitoba, et qui marque une étape, la plus grosse étape, clairement, jusqu'à présent de mon voyage. Je vais enfin quitter l'Ontario et son impitoyable autoroute 17. L'autoroute 17 et son manque absolu de bas-côté. L'autoroute 17 et ses camions qui ont manqué de me frapper à longueur de journée. L'autoroute 17 et ses collines et ses virages aveugles. Donc je suis soulagé d'enfin quitter l'Ontario après y avoir passé 80 jours. Donc je traverse cette frontière heureux d'enfin franchir une étape très symbolique, mais aussi le cœur lourd de quitter toutes ces belles âmes et ces nouveaux amis que je me suis fait tout au long de la route. L'Ontario, à ce moment-là, reste clairement une province qui va me marquer à vie. Venez manger. C'est très compliqué, ok. Ce qui devait arriver arriva.